is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'Alira. Je suis Jérémy Wauquiez, le fondateur et le président d'Alira, et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Salut le chat, salut tout le monde. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir une invitée de marque, Camille Del Ponte. Camille, tu te définis comme jurigraphiste. Exactement. Tu vas pouvoir nous dire ce que c'est dans un instant, et tu es la fondatrice de Logic Design. Qu'est-ce que c'est une jurigraphiste? Alors, en fait, j'ai monté une agence de vulgarisation et d'innovation juridique. Donc, j'interviens sur les transformations du droit et sur les transformations dans le droit, c'est-à-dire la transformation du droit, c'est-à-dire la manière de le rendre plus accessible, et les innovations dans le droit, tout ce qui nous intéresse, c'est-à-dire blockchain, IA, data, etc. Trop bien, génial. Bienvenue dans cet épisode des chroniques. On accueille également aujourd'hui quelqu'un qui est en train de devenir un habitué des chroniques, bon an, mal an, Jérémy Carcenti, alias Jika. Comment tu vas, Jika? Ça va très bien et toujours un plaisir de participer aux chroniques. Yes, on peut rappeler que tu as la double casquette blockchain et IA également, puisque tu fais de l'IA depuis assez longtemps, et que tu es passé par Alira pour rajouter la couche blockchain par-dessus. Exactement, moi j'ai fait l'inverse de ce qu'on peut voir en ce moment fleurir. J'ai commencé par la partie data science pendant quelques années et ensuite passionné par la blockchain, toujours cet aspect technique, et je suis passé par Alira pour acquérir ces compétences. Yes. Et tu t'occupes maintenant des programmes IA d'ailleurs au sein d'Alira. Exact. Avec nos deux invités spéciaux de cette session, on a nos trois chroniqueurs plus habituels qui ont leur petit rond de serviette. Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement, Cyril, Gaëtan et Daniel? Bonjour, formateur d'EDF, toujours présent depuis 2 ans maintenant chez Alira. Yes, Gaëtan. Bonjour à tous, moi je suis Gaëtan, formateur des consultants blockchain et des finances décentralisées. Et Daniel. Et moi, Daniel Villamontero, je suis toujours et encore le directeur pédagogique d'Alira. Depuis maintenant depuis quelques petites années déjà. Bon, et puis je vous propose d'attaquer sans plus attendre le premier sujet. Aujourd'hui, 3 sujets. On va vous parler de l'IA et de la manière dont elle est en train de bouleverser la recherche scientifique, et notamment d'un breakthrough qui a été publié récemment dans Nature, la revue scientifique. On va vous parler également de Platypus et de la justice française qui a sanctifié de manière assez extraordinaire le code ISLO, mais on reviendra dessus. Et on vous parlera finalement de la fiscalité du staking qui est en plein bouleversement,
Est-ce qu'on va vivre dans un monde où vous allez avoir un événement fiscal toutes les 12 secondes? C'est ce que vous saurez d'ici la fin de cet épisode. Et on va commencer par donc un programme bien chargé, un programme dense, un programme les deux pieds dans l'actualité. Commençons par l'IA avec cette news qui est assez extraordinaire, je dois dire. Enfin, moi, j'étais un peu sur les fesses en lisant ça. Google, à travers sa filiale spécialisée sur l'IA qui s'appelle DeepMind, a publié un papier là, en novembre dans la revue Nature. Et ils ont utilisé un réseau de neurones qui s'appelle GNOME pour explorer plein de structures cristallines possibles, donc de matériaux possibles. Ils en ont exploré 10 puissance 22, donc c'est colossal. Et sur ces 10 puissance 22 structures qui ont été explorées, il y en a grosso modo de l'ordre de 200 000, 220 000 qui sont stables, dont quelques dizaines de milliers, de l'ordre de 38 000, qui ont des propriétés qui sont prometteuses, notamment dans les secteurs comme les batteries, comme les semi-conducteurs, comme les catalyseurs, et du coup avec des applications dans la création de matériel informatique, puisque vous savez que les semi-conducteurs sont partout dans les téléphones, dans les ordinateurs, dans les ASICs, voilà, tout le matériel informatique qui structure nos vies et le réel aujourd'hui. Des applications aussi dans le domaine de l'énergie, avec la production d'énergie photovoltaïque ou dans le stockage de l'énergie avec les batteries. Et sur la production d'énergie, toujours, des catalyseurs qui peuvent être utilisés sur la production notamment d'hydrogène à partir de l'eau, et ce qui permettrait de réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. Donc c'est assez énorme, et à ma connaissance, c'est une des premières fois où en fait les humains ne sont plus à l'avant-garde de l'innovation et de la création de quelque chose de nouveau. D'habitude, le secteur de la créativité, de l'innovation, de la découverte, c'était quelque chose qui était quand même typiquement humain, qui était la chasse gardée des humains, et les machines ne faisaient que reproduire servilement ce qu'on leur demandait. Et on se retrouve là aujourd'hui dans une situation où, en fait, on est en train de voir même cette créativité nous échapper, et de se retrouver contesté aussi sur ce terrain-là. Je vais vous partager mon écran rapidement, je vais vous envoyer, donc pour le chat, pour ceux que ça intéresse, le lien de l'article de Nature. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette avancée? Peut-être je peux me commencer par me retourner vers Jérémy, qui regarde ça depuis quelque temps. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît normal? Est-ce que c'est, qu'en pensez-vous? Alors, normal, non, parce que malgré tout, c'est quand même une vraie percée. Mais DeepMind, moi, ça m'a toujours impressionné, parce que DeepMind, avant qu'on en arrive là, c'était celui qui avait fait dire aux champions d'échecs, aux champions de Go, etc., que ça sert plus à rien finalement de continuer à jouer, de continuer à faire tout ça, parce que la machine les a surpassés. Et c'est des champions du monde, et pourtant c'était de la réflexion pure, ce genre de choses. Ils en faisaient depuis qu'ils sont petits. Donc on a cette vraie évolution, et c'était il y a des années. Donc choqué, non. Après c'est impressionnant, parce que l'évolution scientifique, que ce soit l'ADN, ce genre de choses, en fait, initialement, c'est un peu le vrai point futuriste de dire la santé, l'évolution humaine. On pense à des Matrix, à d'autres livres du Orwell, où en fait, presque on se dit directement, ils vont toucher à l'ADN, ça va recréer. Bon, on en est loin, et on n'arrivera jamais à ça a aucun sens. Mais on s'approche en fait de ce petit discours de l'IA va remplacer les humains, même physiquement, on sera tous des robots. Et donc, on s'approche de ça en mettant finalement l'IA qui touche à la santé, au corps humain et à l'ADN. Et c'est ça qui moi, que je trouve impressionnant, et je pensais pas qu'on arriverait à ça déjà aussi rapidement, même si ça existait déjà avant des algorithmes d'évolution, de la modélisation autour de l'évolution des espèces. Mais là, c'est quand même aller à 10 puissance 22. Enfin, voilà, quoi. Ça veut dire, le chiffre parle de lui-même, quoi. Ouais, ça dépasse entendement, quoi. T'imagines le nombre de laboratoires qu'il aurait fallu mettre sur le cul pour arriver à un résultat similaire, quoi. C'est dingue. Camille, c'est quoi comment t'observes ça, et qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, je trouve que c'est une super avancée, et c'est des prédictions sur des composants qui sont hyper importants, qui sont instables. Et en fait, l'IA, elle nous permet non seulement d'avoir une vision sur les structures potentielles, mais aussi elle a pu déjà sélectionner les structures qui ont le plus de chances d'être stables, donc le plus de chances d'être exploitées.
Et les données, elles sont en open source, ce qui est incroyable parce que ça va pouvoir permettre vraiment d'innover, on va dire, plus rapidement et plus largement sur tout ce qui est possible de faire avec ces cristaux pour essayer vraiment de sauver le monde, entre guillemets. Donc, franchement, je trouve ça vraiment inspirant. Et oui, les Material Discovery, donc je crois qu'il y a 421 000 cristaux qui ont été recensés par Google comme potentiellement stables ou exploitables. Et la méthode de computation normale, c'est 48 000 découvertes qu'on a fait, et l'expérience humaine, c'est 20 000, il me semble, selon les chiffres de Google. Donc, on voit clairement qu'on est sur un potentiel d'innovation énorme, et c'est une chance d'avoir justement accès à ces données et de laisser la chance à tous les entrepreneurs scientifiques et toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans ce genre d'activité d'avoir accès à des données si précises. Ouais, complètement. On est vraiment dans le coup de l'exponentiel, quoi. C'est assez incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, Cyril, tu veux intervenir? Ouais, pourquoi pas. Déjà, premier truc, en fait, on a l'habitude de voir l'IA dans les médias pour le côté intéressant, mais un peu futile parfois de la génération via IA. Là, on n'est pas en train de créer des images, on est en train de créer des matériaux, et des matériaux, c'est utile dans l'industrie, c'est utile pour littéralement tout le monde. On crée des maisons avec des matériaux, je veux dire. Et Ouais. plus on a des bons matériaux, plus on crée des bonnes maisons. Donc c'est quelque chose qui va vraiment interagir sur la vie des gens, et en ça c'est vraiment une vraie évolution de aussi peut-être ce que va avoir la perception du grand public de l'IA. Non, l'IA c'est pas que Skynet, c'est pas que de la génération d'images, mais c'est aussi des utilités qui sont concrètes dans la vie des gens. Et en ça je trouve que déjà c'est un vrai truc intéressant. Et évidemment, peut-être que ça sera la suite du débat, mais qu'est-ce que ça indique sur le futur, et qu'est-ce que ça indique aussi sur, la place de l'humain face à l'IA, où on est finalement peu de choses face à lui. Tu as rappelé les chiffres, Camille, finalement, de ce que fait l'humain par rapport à l'IA. Et donc, est-ce que finalement, par exemple, les tafs de recherche et développement sont toujours d'actualité, alors même qu'on a des IA qui sont plus performantes pour certaines? Et voilà, il y a plein de questions qui peuvent se poser autour de ça, sur qu'est-ce que c'est que le futur, et qu'est-ce que c'est que le futur, notamment, qu'est-ce que va nous imaginer l'IA? Si on est capable de créer des matériaux, par exemple, plus légers et plus résistants, bah, en fait, est-ce qu'on va être capable de faire des voitures volantes? Est-ce qu'on va, enfin, tu vois, genre, je veux dire, on peut aller loin. Non, mais c'est vrai, hein. C'est très très vrai. Hein. Donc, Ouais, mais D'ailleurs, alors- au niveau du droit là-dedans, il y a aussi le vrai principe de responsabilité. Et ça, c'est aussi le plus gros frein. C'est-à-dire là, en fait, on est dans des laboratoires. Alors, c'est des laboratoires IA au lieu d'être dans un laboratoire scientifique avec des blouses blanches. Là, ils ont des lunettes et un ordinateur. Mais au final, est-ce qu'un jour vraiment ce sera mis en place? Est-ce qu'il y aura ce genre de choses? C'est beau de faire des chiffres et des prédictions. Ça a été la même chose pour la blockchain, c'est la même chose pour toutes les innovations. Il y a toujours le bon, ok, bah ça marche, regardez, ça marche, on l'a prédit, on a tout ça. Vous mettez combien sur la table et venez, on lance un truc à partir de ça. Ok, qui se lance? Ah bah. Et c'est là où on voit les limites de l'IA, c'est qu'elle a beau nous donner des solutions, c'est à l'humain de les mettre en œuvre. Et là, il faut trouver les personnes motivées, compétentes et qui ont les ressources nécessaires, parce que ça coûte très cher à développer, pour faire ce genre d'application. Donc là, c'est la principale limite de la découverte. Yes, complètement, ouais. Daniel, ça y est, le monde va devenir orwellien. Je sais pas, j'aurais même tendance à dire que c'est le contraire. Je dirais au contraire parce que il y a un point. Alors, on a naturellement les imaginaires un peu à la Skynet, hein, avec cette IA qui va prendre conscience, mais à partir du principe qu'elle ne prenne pas conscience. La chimie moléculaire, tu vois, qu'elle soit organique ou pas, hein, c'est un sujet extrêmement complexe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'interactions, que ce soit au niveau de la couche ionique, au niveau des liaisons moléculaires fortes et tout ça, qui fait que d'une certaine façon, il y a un chemin exploratoire de molécules différentes qui est complètement abyssal et qui existait déjà en algorithmie exploratoire avec des cheminements aléatoires. Donc ça existait déjà, c'est-à-dire que des ordinateurs avec des supercalculateurs explorent les champs des possibles de ce que l'on peut faire avec une molécule. Excusez-moi, mesdames et messieurs, mais ça existait depuis un petit moment. Je me souviens qu'à une époque, il y avait des projets où tu pouvais mettre ton ordinateur à contribution d'un réseau distribué pour replier, c'était le Foldit de mémoire, ça s'appelait, pour replier des protéines, c'était il y a 10 ou 15 ans, un truc comme ça. Tout à fait. Et bon, dès qu'un ordinateur commençait à pouvoir calculer, qu'on avait suffisamment de modèles, de modélisation de molécules costauds,
on balançait la machine à aléa. Un point qui est important aussi, c'est que, que des ordinateurs fassent des ordinateurs, ça existe déjà. Aujourd'hui, vous n'avez aucun CPU sur le marché dont l'agencement des portes logiques, l'agencement des mémoires, parce qu'en fait, c'est un paquet de nœuds de liaison et de portes logiques, un processeur, soit déjà géré par d'algorithmes et même par des hybrides d'IA. Donc, on est vraiment dans ce monde-là. Sauf que maintenant, ça se cristallise. Et Camille a souligné un point, c'est que ça se cristallise de manière open source. Et excusez-moi, non, on est très très loin de l'Orwellien, mesdames et messieurs, parce que on va peu à peu, avec ce genre de méthodologie, combattre, mesdames et messieurs, chers citoyens, la tyrannie de la connaissance. La tyrannie de la connaissance, cela veut dire que traditionnellement, les brevets, les méthodes de conception des matériaux, des processeurs, des semi-conducteurs et de ce qui faisait nos matières premières haute technologie étaient dans les bras des grands laboratoires qui avaient investi une certaine somme d'argent, il faut quand même nourrir les familles des chercheurs, j'entends bien, mais étaient cloisonnés sur une certaine forme de puissance. Aujourd'hui, le fait qu'en fait, ces recettes de cuisine, si j'ose dire ça comme ça, et ces boîtes à outils soient en open source, au-delà du fait qu'il faut un investissement pour appliquer cette open source, parce que ne fait pas une molécule carbonée ultra résistante qui veut, il n'empêche toutefois que le savoir n'est plus le privilège des riches. Et ça, mesdames et messieurs, non, c'est pas du tout orwellien. Enfin, la construction d'une vérité commune liée sur la science des matériaux donnée à l'humanité, si ça vous met pas un peu de soleil dans le temps de merde qu'on a, je sais pas ce qu'il vous faut. Ouais, je partage. Ouais. Donc moi, voilà, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Je trouve ça vraiment bien, vraiment bien. Gaëtan, toi, ça te... Vers où est-ce qu'on va avec tout ça? Pas grand-chose à rajouter après cette belle tirade de Daniel. Moi, je suis juste très content qu'on parle d'IA pour faire autre chose, effectivement, comme l'a dit Cyril, que parler d'IA générative. Ça fait 1 an qu'on parle que de ça, ChatGPT et Midjourney. Et on oublie vite l'IA dans le champ de la recherche. Donc, je trouve ça bien de remettre un peu l'église au centre du village et de parler d'autre chose. Moi, je suis pas très, comme on dit, bullish sur l'IA générative pour l'humanité. On en a un peu parlé la semaine dernière sur les réseaux sociaux, etc. Par contre, l'IA qui nous permet de faire de grandes avancées technologiques, de créer des matériaux, pas besoin d'aller sur la Lune, mais de créer des matériaux qui permettront d'être plus efficients en termes énergétiques, je trouve ça super intéressant. Ça résout beaucoup de problèmes de société qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc voilà, je suis juste très content qu'on parle de ça. Moi, dans mes tu sais, on a tous des différents scénarios du futur où on se dit, OK, peut-être qu'en fait, il y a un scénario dans lequel c'est l'IA qui overtake tout, il y a un scénario dans lequel finalement, c'est la crise énergétique et c'est Jean Covici qui avait raison, ou finalement, c'est le réchauffement climatique et le monde s'effondre à cause de ça. Dans tous ces champs d'incertitude, et j'en ai un où j'ai une case, et je ne sais pas quel chiffre je mets en face, mais c'est un scénario qui existe et c'est un scénario qui est plausible au même titre que les autres. Peut-être qu'on ne va pas y arriver. Peut-être que les Malthusaniens ou les Doomers avaient raison. Et peut-être aussi qu'en fait, il y a un breakthrough, il y a une découverte, une série de découvertes qui vont être effectuées par ces nouvelles technologies et qui, en fait, vont nous sortir le cul des ronces, si j'ose le dire de manière un peu triviale. En fait, on est juste pas à l'abri d'une bonne surprise, quoi. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et l'inconnu est vaste devant nous, quoi. Et quand tu vois qu'ils sont capables de découvrir autant de matériaux que ceux qu'on utilisait jusqu'à présent dans l'ensemble des industries, tu fais waouh, c'est incroyable. Et tu rajoutes à ça 5 ans ou 10 ans d'amélioration sur les algorithmes, quand tu vois la vitesse à laquelle ces algorithmes évoluent. Moi, je pensais pas qu'on battrait l'humain au Go un jour, tu vois. Parce qu'il y a 19 lignes par 19 lignes. Voilà, Daniel et moi sommes tous deux de grands amateurs de Go. Je ne pensais pas qu'un programme informatique le ferait. Et en fait, ça a été fait, quoi. Puis pas contre n'importe quel joueur. Donc, c'est quand même quelque chose. OK. Ouais. Non, c'est vraiment ça. C'est ce côté aléatoire qui finalement, on se dit, l'aléatoire, c'est de l'humain. On peut pas. L'ordinateur, c'est des règles. Et s'il n'y a pas de règles, s'il y a besoin d'aller prendre des risques, prendre des choses comme ça, et l'ordinateur, il va pas y aller. Et en fait, si, ils y vont. Après, là, finalement, c'est un peu toujours à quel point on va réussir la loi de Moore. En fait, à quel point on va réussir à augmenter la puissance avec les matériaux qu'on a et tout ce côté il nous faut des matériaux pour aller plus loin. Mais est-ce qu'il y a une vraie évolution au niveau de découverte, au niveau technique? Je suis pas allé jusqu'à pousser en détail ce qu'ils ont utilisé comme algorithme là-dessus, mais finalement, qu'on parle d'algorithme d'évolution, qu'on parle de reinforcement learning, donc algorithme par renforcement, ce genre de choses, c'est des choses qui existent.
Il y en a qui l'utilisent pour que Tetris, ça se fasse tout seul et qu'ils aient un score infini et ils gagnent et voilà. Et ben il y en a d'autres qui l'utilisent pour voir un peu ces notions d'évolution de molécules. Chacun son jeu. Chez Google, ils s'amusent plus avec nos molécules qu'avec Tetris. Mais mais au final, c'est un peu ce côté-là de est-ce qu'il y a une vraie découverte au niveau des algorithmes? Je suis pas sûr, mais je suis très content de ce qu'a rappelé Gaëtan. En effet, on parle plus de l'IA. C'est quoi l'IA? C'est ChatGPT. Ou l'IA, c'est juste de l'IA générative. Non, c'est hyper restrictif. Et en fait, là, il y a des vrais. C'est la vraie IA. Là, on parle d'IA vraiment ayant un sens. Et en Et ça, fait, c'est. le truc a été beaucoup moins couvert par les news et c'est pour ça que je voulais en parler absolument parce qu'en fait, ça a fait moins de buzz, entre guillemets, que la dernière fonctionnalité de ChatGPT, etc., qui est intéressante aussi. Hein. Mais effectivement, comme tu le dis très bien, c'est le petit bout de la lorgnette. En fait, le sujet IA dépasse très largement la question de l'IA générative. Et je pense qu'en termes d'impact sur nos sociétés, sur nos vies, sur notre futur, bah, le vrai impact, il va probablement moins venir de ChatGPT que d'IA telle que celle qu'on vient d'évoquer là. Et au-delà de l'aspect technique, il y a aussi l'aspect social. C'est que là, on se dit, l'IA te décide que tel agencement de carbone fait une bonne tuile résistante. Amen, don't tact. Mais après, s'il y a des modèles économiques ou des modèles d'allocation de ressources ou des modèles sociaux de dire, pour revenir sur le truc de Jean Covici, on a regardé répartition de grid énergétique, répartition de ressources, telle industrie, il faut arrêter de faire des Nike, il faut arrêter de faire des fringues qui soient... C'est-à-dire qu'en fait, la décision de l'IA, la préconisation de l'IA soit sanctifiée mathématiquement, chimiquement pure par le fait de dire si on veut sauver l'espèce humaine, vous faites ça, sinon vous pouvez crever, je rigolerais. Bah ça, c'est très différent parce qu'à un moment donné, ça met une forme de vérité scientifique sur ce qu'il faudrait faire pour éventuellement éviter de tomber sur un mur climatique, si c'est la question, et qui serait d'une certaine manière adoubé scientifiquement. Avec des décisions qui ne sont pas faciles à prendre parce que il s'avère que peut-être, je dis bien peut-être, que celles et ceux qui doivent faire le plus d'efforts sont ceux qui ont le moins d'intérêt médiatiquement à le faire. Voilà. Donc c'est ça aussi qui est un point important. Et je crois que Cyril, tu avais un truc à ajouter aussi de ton côté. Ouais, tranquille, pas de souci. Moi, je pensais juste à un aspect qui était, étant donné qu'on a une personne qui fait du juridique avec nous aujourd'hui, je suis très heureux de t'avoir avec nous, Camille. Je sais pas si tu es trop au fait de la législation autour de l'IA. Par exemple, ces recherches qui ont été fournies par Google, elles appartiennent à qui? Le code étant open source, tout ça. Est-ce qu'elles appartiennent à la communauté puisque c'est open source? Est-ce qu'elles appartiennent à Google? Et donc, du coup, est-ce qu'on peut imaginer, à cause de ces recherches scientifiques, un monde futur dans lequel Google est beaucoup trop puissant par rapport au reste du monde? Pour ce qui est de la législation de l'IA, en tout cas aux États-Unis, je suis pas encore hyper familière avec. Peut-être que c'est une question super difficile, je sais pas, je me rends pas compte. Excuse-moi, Camille. C'est super difficile à répondre, mais c'est vrai qu'il y a des problématiques qui se posent, à savoir, même si ces données sont en open source, elles appartiennent à une base de données qui appartient à quelqu'un. Est-ce que ce quelqu'un a le droit de poser des règles discrétionnaires pour fermer la base de données à un moment donné? Est-ce que c'est du freemium? Est-ce que c'est de l'open source, on va dire temporaire? C'est pas l'esprit de la recherche, c'est pas l'esprit que Google a annoncé jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a des questions légitimes à se poser de la propriété des recherches a posteriori, parce que travailler en open source, ça empêche de poser des brevets. Par contre, ça n'empêche pas de fermer sa database. C'est ça. Okay. L'open source te libère de l'exploitation, mais ne retire pas la propriété, on va dire, morale. Intéressant. Et désolé encore une fois de t'avoir mis sur le fait à Il n'y a pas de souci. Allez, passons au deuxième sujet. Deuxième sujet qui va également être un sujet juridique, puisqu'on va vous parler de la relaxe des hackers de Platypus, qui est un protocole de finance décentralisée qui s'est fait hacker. Alors, je ne sais plus quand est-ce que c'était. C'était en février 23 de mémoire. Non, c'est ça, février 23. Alors, attendez, hop, je vous partage. Parce que The Big Whale a fait, The Big Whale et Le Monde ont fait un article sur le sujet. Donc, en gros, on parle d'un hack à 8,5 millions, donc quand même un montant considérable, même si, vous le savez très bien, il y a eu des hacks beaucoup plus importants. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été poursuivi devant les tribunaux français et que la défense a plaidé le code is law. Alors, vous savez que le code is law, c'est cet adage dans le monde de la blockchain qui consiste à dire, bon, bah voilà, la règle, en fait, c'est le smart contract. Et jusqu'à présent, moi, quand je parlais de code is law,
je faisais la différence entre les lois de l'univers, c'est-à-dire la gravité par exemple, et la loi des hommes, celle qui est votée au Parlement, au Sénat, etc. Et un smart contract, quand on dit code is law, à mon sens, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on entendait, c'est que c'est law dans le sens des lois de l'univers, c'est-à-dire que le smart contract il va s'exécuter comme il a été écrit, mécaniquement. Donc, de même qu'on ne peut pas échapper à la gravité, on ne peut pas échapper à ce qui est dans un smart contract. C'est le même rapport aux deux. Sauf que là, on se retrouve avec un tribunal qui, en fait, accepte l'interprétation de la défense qui consiste à dire « non, je n'ai pas vraiment hacké le smart contract, puisqu'en fait, je n'ai fait que quelque chose qui était possible dans le smart contract. C'est donc que j'ai respecté le contrat au moins tacite qui était passé entre le protocole et moi. Et donc, finalement, il n'y a pas de fraude, puisqu'en fait, par définition, presque de manière tautologique, on ne peut pas frauder un smart contract, on ne peut pas hacker un smart contract, puisqu'en fait, tout ce qu'on fait dans le smart contract, si on le fait, c'est qu'on peut le faire. Et si on peut le faire, c'est qu'on a le droit de le faire. C'est ça ce qui est au cœur de cette interprétation. Donc évidemment, il y a un petit côté what the fuck qui s'empare des gens qui regardent ça. Alors, il ne faut pas lui donner une interprétation au-delà de ce qu'elle est, de l'interprétation normale, parce qu'en fait, c'est une décision de première instance. Il y aura peut-être, sans doute, un appel sur une question comme ça, histoire que le truc ne devienne pas la jurisprudence par défaut en droit français. Moi, j'aimerais bien. C'est assez incroyable comme truc. Je sais pas comment. En fait, au niveau précision, juste, c'est même au-delà de ça. C'est-à-dire, la défense, elle n'était même pas directement sur le code ISLO. C'était, nous, on est un white hat. Genre, on est un hacker, mais gentil. J'ai vu qu'il y avait une faille, j'ai voulu sauver tout le monde. Donc, voilà. Moi, je suis le gars, j'ai vu l'iceberg Titanic, je voulais le faire fondre. Bon, on a foncé dessus. Mais, donc, la défense, elle était vraiment comme ça. La conclusion de code ISLO, c'est même plus que ça. C'est pour ça que c'est vraiment cette notion de jurisprudence. Et de toute façon, je laisserai Camille préciser tout ça. C'est que c'est limite le tribunal qui a conclu que il avait agi dans son droit. Ils n'ont pas retenu le coup du white hat, mais ils n'ont pas retenu le côté pénal d'être un peu un pirate, genre un vrai hacker. Et ils ont dit il a agi dans le respect du protocole. Donc il n'y a pas eu une fraude, il s'est pas engouffré de manière illégale. Et dans cette conclusion, ils ont juste dit après que vu qu'il avait interagi normalement, en fait, c'est juste la mauvaise dette, donc tout l'argent qui a été un peu hacké, dérobé, et c'est comme si lui, il avait un prêt et qu'il est toujours là pour le récupérer. Mais en soi, ils ont en effet validé le coup il a agi tel que le protocole le permettait, quoi. Donc c'est même pas la défense, c'est carrément le tribunal qui a dit ça, quoi. C'est ouf. Ah, c'est assez incroyable. Il fallait fermer à clé. Voilà. Camille, qu'est-ce que moi j'ai un avis là-dessus parce qu'en tant que juriste, je vois pas une décision what the fuck ou quoi que ce soit. Je vois un renvoi de balles géant aux juridictions civiles et aux législateurs. C'est-à-dire qu'en gros, pour le moment, on peut légitimement se poser la question de où en sont les juridictions françaises pénales sur l'écosystème numérique et sur la DeFi. Et on voit clairement qu'en droit, il manque déjà la qualification de la DeFi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quoi on met les pieds et les juges ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas vis-à-vis des écosystèmes DeFi. Et il y a un manque de qualification du smart contract en droit qui empêche justement d'appliquer les principes de droit pénal. Donc, on découvre... Mais en fait, on ne sait pas ce que c'est cet objet, quoi. Le législateur n'a pas pris la plume pour dire un smart contract, c'est ça. Effectivement, code ISLO ou code Pourquoi? ISLO. Pour des raisons politiques, parce que c'est en train d'être décidé au-dessus, au niveau européen et international. Donc, techniquement, ils n'ont pas pu se prononcer au niveau des juridictions françaises, au risque de faire un procès qui n'a aucune perspective derrière. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, parce que en fait, c'est la 13e chambre correctionnelle du tribunal de Paris qui est confrontée à ce genre de cas d'usage, et c'est pas la première fois. Donc, elles ont déjà eu des procès, notamment dans le cadre du procès du Russe Alexander Vinnik ou encore des Crypto Bros, mais elle a jamais créé une jurisprudence. Donc, une jurisprudence en France, c'est
on a un cas d'usage, le juge, il voit qu'il y a une petite faille potentiellement d'interprétation, il donne une réponse à cette faille que les autres juges peuvent potentiellement utiliser dans des cas d'usage similaires. C'est-à-dire que ça ne devient pas une règle générale, mais si on a le même cas, on peut se reporter à cet arrêt pour potentiellement donner la décision. Et en fait, face aux accusations, comme on l'a dit, on a plaidé le ethic hacking, donc c'est un peu culotté, et on a une relaxe. Alors là, c'est la foire aux infox, c'est-à-dire ils ont été relaxés parce qu'ils ont plaidé le white hat. J'ai vu de tout et n'importe quoi sur les réseaux, sur Internet. C'est une relaxe, ok, mais attention, il y a des problématiques juridiques un peu plus sérieuses derrière. Donc, la première, c'est le manque de définition des cyberinfractions. C'est-à-dire qu'en droit pénal, pour condamner quelqu'un, il faut qu'il y ait une infraction. Et en droit, comment on démontre une infraction? Il faut démontrer des éléments. Donc, il y en a 3, je ne vais pas les expliquer, mais il y a des éléments à démontrer. Et à partir du moment où on les a démontrés au juge… Ouais, c'est genre l'intentionnalité, le fait de faire un tort à quelqu'un, ce genre de truc. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des éléments à montrer. Et si on ne les montre pas tous, il n'y a pas d'infraction. Pas d'infraction, présomption d'innocence, pas de condamnation. Le problème ici, c'est que la cyberattaque, on n'a pas de définition, on va dire, très précise de la cyberattaque. C'est-à-dire que c'est une intrusion malveillante dans un réseau informatique. Donc là, il y a une cyberattaque. Mais le problème, c'est que la cyberattaque n'est pas une cyberinfraction, vu qu'on n'a pas encore bien défini l'écosystème numérique. C'est-à-dire que des fois, alors qu'il y a cyber-escroquerie, ce qui permet de caractériser une escroquerie au sens classique du terme n'est peut-être pas possible ou pas transposable pareil au niveau du droit pénal. Et donc, le juge se retrouve impuissant. Alors, en raison du principe de neutralité technologique, c'est-à-dire que qu'on soit dans un écosystème numérique ou qu'on soit dans un écosystème classique, il faut qu'on applique les mêmes choses, les mêmes règles. Grosso modo, on considère un peu pareil, il ne faut pas créer de discrimination entre les deux. Alors, c'est là qu'on peut se demander si c'est une force ou une faiblesse. C'est une force, car ça permet d'avoir plus d'infractions potentiellement pénales cyber, mais c'est une faiblesse, car on a de moins en moins d'éléments qui permettent de caractériser les infractions cyber, justement. Et c'est beaucoup plus dur à démontrer et du coup, le juge ne peut même pas condamner techniquement en pratique. Donc, c'est pas un manque de volonté juridique, c'est vraiment une faiblesse du droit par rapport aux évolutions actuelles. Donc, le procès, comme on a dit, il était super attendu parce que tout le monde s'est dit, ça y est, une décision sur la DeFi, on va enfin savoir si on peut avoir les hackers ou pas. Et Eh finalement… ben, pas du tout. Parce que le droit, c'est d'interprétation stricte et on comprend pourquoi, parce qu'on ne peut pas condamner, on ne peut pas élargir une infraction pénale. C'est le principe de l'état de droit, quoi. Il ne suffit pas de te dire au feeling, je sens que ça devrait être condamné et donc je condamne. Non, en fait, il y a une règle, il faut la lire. Et ensuite, est-ce qu'il y a la règle? Oui, non. Présomption d'innocence, il n'y a pas la règle, alors il n'y a pas de condamnation. Pourquoi on a parlé du code ISLO et pourquoi c'est important? C'est important parce qu'en fait, en vertu du principe de neutralité, on peut se demander si le code ISLO, ce n'est pas l'équivalent du principe de liberté contractuelle. C'est-à-dire la liberté de mettre ce qu'on veut dans son contrat, qui est ici un contrat numérique et qui fonctionne par ces mêmes règles. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant à voir, mais il faut quand même penser à quelque chose, c'est que les smart contracts ne répondent pas aux mêmes considérations que les contrats normaux. Donc, comme on a un contrat de vente ou un contrat de bail ou un contrat, on va dire, nommé, il faudrait avoir un droit sui generis, donc particulier, pour le smart contract avec ses propres principes qu'on applique lorsque le droit des contrats, il n'est pas possible. Et c'est là où la balle, elle a été renvoyée, c'est-à-dire qu'en gros, la juridiction pénale, elle a dit, nous, on ne peut rien faire, donc c'est pas à nous de juger. Vous pouvez toujours tenter une action au civil pour voir si ce principe de code of law, il peut être consacré aussi, on peut avoir un dédommagement par rapport à ça, mais il y a fort à parier que la juridiction civile, elle attend tout simplement que le législateur se prononce, étant donné qu'il y a des travaux en cours sur les rédactions DeFi, sur les smart contracts et sur tout ce qui s'accompagne avec la cybersécurité, etc. Donc là, vraiment, c'est une faiblesse du juge qui décide de renvoyer sur une autre solution de droit qui fonctionne pas forcément. Donc, il n'y a rien qui est consacré, vraiment, c'est juste, nous, on ne peut pas juger, débrouillez-vous au civil. En gros, moi, c'est comme ça que je lis ça. Ok, hyper clair. Tu peux nous éclairer un peu plus sur la différence, justement, est-ce qu'au civil aussi, il y a cette notion de règle et sinon, c'est présomption d'innocence ou pas, parce que du coup là c'est pénal, donc théoriquement de la prison, ce genre de choses, mais non, est-ce qu'au civil a priori il n'y a pas ces notions-là, c'est que des sortes d'amendes? Après peut-être je fais complètement fausse route, mais alors en droit civil on va vraiment se reporter sur le contrat, c'est-à-dire que le smart contract on peut entre guillemets considérer que c'est un contrat et donc au moins répondre aux règles générales du contrat, et là on retombe sur une violation classique du contrat, c'est-à-dire le contrat n'est pas respecté par une des parties, donc je peux potentiellement demander des dommages et intérêts au titre du contrat ou terminer le contrat si jamais.
Donc, clairement, la juridiction française, elle dit, en tout cas pénale, nous, on ne peut rien faire. Essayez de voir au niveau des sanctions contractuelles si vous pouvez potentiellement avoir un dédommagement, si vous pouvez annuler le contrat. En fait, c'est un peu leur seule chance de se faire dédommager parce qu'à partir de là, ça va être un peu compliqué à prouver et à mettre en œuvre au niveau de la procédure. Je rebondis sur un truc que tu disais tout à l'heure par rapport à l'organisation du droit français sur la liberté de contractualiser. Si ma mémoire est bonne, dans les principes du droit français justement sur ce point-là, il y a l'idée qu'il faut qu'il y ait une forme d'intentionnalité, alors je ne connais plus le terme juridique, mais d'intentionnalité bien éclairée des co-contractants. Et par exemple, si je signe, je dis n'importe quoi, un contrat de bail à 1h du matin avec après 4 pintes de bière et qu'en fait j'accepte de louer pour 6 000 € un 9 mètres carrés en plein Paris, qu'en fait, même si j'ai signé, je pourrais aller voir le juge pour dire oui, non, mais je n'ai pas pu valablement signer un truc comme ça. C'est tellement aberrant qu'en fait, je n'avais pas d'intention véritable de signer cette chose, quoi. Donc Mais là, c'est c'est vraiment la 10 000 question du normalement. consentement. Ouais. Donc là, c'est vraiment la question du consentement qui se pose, à savoir est-ce que mon consentement il est éclairé ou est-ce qu'il est vicié, c'est-à-dire est-ce que j'ai valablement accepté dans des bonnes conditions et avec toutes les informations de signer, ou est-ce que j'ai été manipulée, est-ce que j'avais pas toute ma tête à ce moment-là, est-ce qu'il y a un élément qui a fait que j'étais pas au courant de tout ce qui se passait, est-ce qu'il y a une erreur dans le contrat. Donc ça, c'est vraiment le droit classique qui pourrait potentiellement être transposé. Et par contre, là où la défense du hacker éthique n'existe pas, c'est qu'en fait, la personne qui a soustrait les fonds a signé du coup un contrat et dans les conditions du contrat, il n'y avait jamais marqué qu'il pouvait voler et partir avec les sous. Et en plus de mal le faire, c'est-à-dire de bloquer dans des smart contracts les trois quarts du butin, enfin c'est incroyable. C'est ça qui est ouf, c'est plus que les 3/4. Ça veut dire qu'il y a 9 millions à peu près qui ont été volés, perdus du coup. Et lui, il a récupéré que 270 000. Enfin, Et là, ça a posé un très, très gros problème. Non, mais ça a posé un très, très gros parce que problème est-ce pour qu'il est la sur plateforme. Bah oui. Parce que du coup, lui, il a que 270 000 en quelque sorte. C'est ça. Et là, par exemple, si on garde le code ISLO, la plateforme ne peut théoriquement quasi pas récupérer ses fonds puisque The Code ISLO, elle a qu'à faire avec la gravité, comme on a dit juste avant. Sauf qu'on voit bien qu'en droit, c'est pas possible. Il va y avoir des dérives qui vont être énormes. Donc, il faudra essayer de trouver des solutions, on va dire, un peu plus concrètes. Et il faudrait vraiment que les législateurs, ils se bougent pour donner au moins des lignes directrices pour savoir où on va. Yes. D'ailleurs, Cyril, je pense à ça, parce qu'on a parlé là du hack comme si c'était maîtrisé par tout le monde. Est-ce que tu veux nous refaire une petite explication de comment ça s'est passé? Je crois qu'il y a des flash loans qui ont été impliqués dans ce hack, comme souvent d'ailleurs. Bon, j'ai 3 minutes, du coup je vais la faire en version courte. Par contre, je vous envoie un lien qui explique un peu précisément l'attaque. Parce que l'attaque est un peu marrante, elle fait arriver pas mal d'éléments un peu classiques de l'écosystème. On est donc du coup sur Platypus, qui est un protocole de finance décentralisée, donc c'est un DEX qui admet pas mal d'autres petits machins. Notamment, ils avaient un token stable qui s'appelle le PU. Bon, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais ils avaient un token stable qui était fourni en fait en même temps que les gens venaient déposer des liquidités et venaient ensuite mettre leurs liquidités dans en staking en gros. Ils avaient possibilité du coup de mettre leur LP token en staking pour récupérer derrière des tokens stables. Bref, ça c'était une possibilité, sauf que derrière la gestion des retraits justement du staking pour récupérer des tokens stables a été un peu mal fichue et n'était pas bien sécurisée. Du coup, une personne s'est amusée, donc notre hacker français, s'est amusé à créer donc un flash loan pour faire en sorte, un flash loan, encore une fois de manière très rapide, c'est un emprunt sans collatéral auprès d'un protocole de lending. Et donc, cet emprunt sans collatéral, tant qu'on est dans la blockchain, tant qu'on respecte le code, cet emprunt sans collatéral, il marche. En fait, on emprunte et on rentre dans la même transaction. Et entre les deux, on peut faire ce qu'on veut, comme notamment faire ce hack. Et donc, on fait ce hack, c'est-à-dire qu'on injecte beaucoup d'argent dans le système, on mint beaucoup de tokens, et comme la récupération des tokens, elle n'est pas bien sécurisée, eh bien, en fait, la personne est venue récupérer tous ces LP tokens, et il a récupéré donc... il avait donc des tokens stables en plus qui lui restaient. Voilà, donc il n'avait pas besoin de payer sa dette. Bref, ça c'est une version très condensée. Dans l'article que je vous ai fait transmettre,
Il y a même carrément des contrats pour attaquer ce système si jamais vous souhaitez réattaquer ce système et que vous retrouvez le même contrat quelque part. Faites-vous Ceci plaisir. n'est pas un conseil en attaque. mais Vous pouvez y voilà, aller, bref. parce qu'apparemment, vous ne serez pas condamné au pénal. C'est ça, exactement. C'est Plutôt une blague, pratique. c'est une blague. Mais, l'idée générale, c'est qu'il a réussi à retirer son collatéral sans avoir besoin de rembourser sa dette. Et le collatéral, c'est ce qu'il a emprunté avec le flash loan. Donc en fait, il emprunte, il dépose du collatéral, il prend sa dette. Après, il récupère son collatéral sans rembourser sa dette, il rend ça au flash loan et entre-temps, il a gagné les 8 millions d'USP qu'il a réussi à emprunter. De ligne, Et- c'est ça le hack, quoi. Et évidemment, du coup, ça a complètement cassé l'USP, puisque les gens n'ont plus confiance dans ce token, à raison, hein, et donc du coup, l'USP n'existe quasiment plus, ou je sais pas quelle est sa courbe, mais bon, globalement, Je crois que Platypus s'est fait hacker 3 fois, je crois, cette année. Oui. Donc à mon avis, le C'est ça. protocole n'est pas en grande forme de manière générale. Mais je crois que, alors de ce que j'ai compris, c'est 3 fois avec eux, c'est eux qui ont fait 3 fois, et en fait, c'est que sur la 3e attaque qu'ils ont récupéré 270 000. Après, peut-être je me trompe et que eux, c'est juste eux la 3e attaque. Ça, je sais pas te dire. Mais je sais que les attaques ont été séparées de plusieurs Ouais. mois quand même. Ça n'a pas été Ah, sur la même. ouais, non, alors. Par contre, on peut parler des flash loans en 2 minutes. C'est la plupart des hacks ont lieu avec des flash loans, mais en fait, c'est très intéressant les flash loans dans la blockchain. Ça permet à tout le monde d'être riche le temps d'une transaction. S'il n'y avait pas les flash loans, les hacks seraient accessibles que par les très riches. Il n'y a que les milliardaires qui pourront hacker les protocoles. Et parce que les flash loans existent, en fait, n'importe qui peut hacker un protocole. Vous dire c'est une mauvaise chose, mais au final, c'est bien. Ça permet d'améliorer la résilience des smart contracts. Parce que si on avait que les milliardaires qui pouvaient attaquer les smart contracts, on mettrait peut-être 15 ans avant de réaliser qu'il y a des erreurs dans nos codes, quoi. Alors que là, Ouais, tout le monde peut être riche le temps d'une Moi, je suis pour un transaction, accès équitable à la criminalité. À un moment donné, il faut quand même, Ah non, mais- accepter. Non, voilà. Ça implique une meilleure sécurité au final. Donc, c'est souvent critiqué les flash loans, mais en fait, quand tu réfléchis 2 minutes, c'est extrêmement intéressant que ça existe. Ne serait-ce que pour Et Un puis, améliorer rôle la sécurité majeur du dans code. la liquidation des positions Exactement. sous-collatéralisées, parce Aussi. qu'en fait, sans les flash loans, tu pourrais pas. Enfin, là encore, ce serait le même problème. Il y aurait que les très très gros fonds qui en fait pourraient faire ces liquidations qui sont nécessaires à la santé de l'écosystème. Ça va de faire de l'arbitrage complètement. Ok, eh bien, attaquons du coup le dernier sujet. On va vous parler du staking des crypto-monnaies, notamment d'un amendement qui est passé au Sénat. L'idée globale, c'est quoi de cet amendement? Et ça a été dénoncé par l'ADAN, par Owen Simonin, donc de Meria alias Asher, et par toute une série d'autres. L'idée de cet amendement, c'est en fait de modifier la fiscalité ou de répondre à un flou qui existe actuellement dans le droit fiscal français sur comment est-ce que les récompenses du staking sont imposées. Donc, vous savez, par exemple, sur Ethereum, et sur d'autres, mais sur Ethereum, quand vous participez à la sécurité du réseau, vous recevez des récompenses pour mettre vos Ethers à contribution de la sécurité du réseau. Sur Ethereum, vous savez aussi que les blocs, les slots font maintenant 12 secondes, et d'ailleurs de manière millimétrique depuis The Merge. Et donc, ça veut dire qu'en fait, potentiellement, vous avez une récompense toutes les 12 secondes, quoi, et potentiellement un événement fiscal toutes les 12 secondes. Est-ce que vous avez un peu regardé cette news? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, peut-être je me tourne vers Camille en premier lieu. Ouais, en fait, c'est très intéressant parce que ça soulève déjà un débat de savoir est-ce que le mining et le staking doivent être considérés de la même manière. Et ça pose aussi des problématiques que potentiellement des législateurs et des députés qui travaillent vraiment dans l'administratif ne comprennent pas, c'est-à-dire comment est structuré les rendements et l'opération en fait de ces deux mécanismes. Et je trouve que l'amendement qui a été déposé, il est un petit peu, comment dire, il acquiesce quelque chose qui n'a pas été acquiescé, c'est-à-dire qu'il reprend la jurisprudence de 2018 du Conseil d'État en disant que, grosso modo, les bénéfices issus des activités de participation directe ou indirecte à la validation des transactions d'actifs numériques, entre parenthèses, et là on met mining, staking, masternode, relève de l'impôt sur le revenu. Sauf que la décision déjà du Conseil d'État, elle dit sont susceptibles de. Et là,
Et là, ça change tout. Parce que là, pour un juriste, c'est un peu la porte ouverte, c'est-à-dire que est susceptible de veut pas dire présomption d'imposition sur ni le stacking. Ça veut pas dire non plus que le stacking, le mining et par exemple les rétributions des masternodes sont les mêmes. Et donc, c'est vrai que c'est une solution très simpliste qui tient pas compte des considérations et comme l'a justement souligné Ladan et les différents contributeurs, c'est-à-dire que ce serait beaucoup plus simple de travailler sur une imposition périodique, étant donné qu'on est quasiment passé en instantané sur les récompenses de staking. Et pour ma part, je trouve que le moment de la perception de l'imposition n'est pas efficace, en tout cas comme il est présenté là. Mais il y a quand même un point positif, il faut quand même le souligner, c'est qu'en fait, en traitant le mining et le stacking de la même manière, ça sort les opérations de staking du régime financier. Et donc, des instruments financiers, ça permet en fait d'avoir quelque chose de vraiment opérationnel et qualifié, au moins du point de vue fiscal. Et donc, d'un côté, ça mitige un certain risque. Par contre, obviously, c'est pas adapté à la technologie selon moi. Il faut vraiment revoir le mécanisme de l'imposition et même, j'ai envie de dire, trouver des outils étatiques qui arrivent à vérifier et à faire les taux de change du stacking au bon moment, etc. Parce qu'au bout d'un moment, chacun va pouvoir déclarer un peu ce qu'il veut et ce sera une disposition qui servira à rien. Enfin, j'ai du mal à voir en pratique comment est-ce qu'elle peut être appliquée telle qu'elle a été proposée. Je pense qu'il faut la retravailler et de beaucoup pour que ça ait du sens. Et après, sur l'opportunité de taxer le staking, au moins, ça fait sortir des régulations financières dans un premier temps du point de vue fiscal. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien? Ça, c'est un débat qu'on va avoir encore pendant les prochains mois, je pense. Ok. Nijika, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Moi, il y avait deux choses. Déjà, même sans parler de la distinction mining-staking, déjà au sein même du staking, finalement, il y a déjà différents types de staker. En tout cas, avant, on parlait de staking uniquement dans la participation au mécanisme de proof of stake, et c'est ça finalement le staking. Aujourd'hui, on l'a vu avec Ethereum, avec des entités comme Lido, où en fait il y a des tokens de staking qui montrent que en fait on a participé, on a la preuve de participation et on reçoit une récompense. Donc c'est un peu plus de tokens. Donc j'en ai mis un, au fur et à mesure, mon 1 ça va être 1,05, 0,6, etc. Je reçois les récompenses. Et il y a un autre type, c'est finalement j'ai toujours cette preuve, mais en fait il y a les intérêts composés qui sont déjà inclus. Donc en fait c'est plus le token en lui-même, c'est son cours à lui relatif au token bloqué initialement. Et donc là en fait c'est même plus la même chose parce que c'est un cours continu. Donc est-ce que ça c'est inclus aussi ou pas? Est-ce que ça on l'exclut du staking parce que finalement c'est un token à part qui c'est comme une sorte d'ETF sur le staking presque? Ce serait voilà un indice, pourquoi pas? Je vais les appeler, je vais leur parler de ça. C'est genre comme les dividendes, quoi. Tu perçois pas les dividendes, ce serait un ETF recapitalisant. Exactement, c'est exactement ça. Et donc au final, est-ce que ça c'est considéré de cette manière? Mais dans ce cas-là, on n'est plus du tout sur l'impôt sur le revenu. On retourne sur la notion un peu d'actifs financiers. Est-ce qu'on sépare les deux en parlant quand même de staking? Donc en fait, c'est ça qui est impressionnant là-dessus. Et aussi dans toute la discussion, il y avait une notion de finalement de moins-value, enfin plus-value, moins-value, c'est-à-dire que le moment où on est, ouais, moi j'ai certes plus de tokens, mais à quel moment on décide la valorisation? Est-ce que c'est à tous les moments? Et dans ce cas-là, comme pour toutes les lois, il y a une impossibilité de moyens. Donc en fait, mettre une loi qui n'a pas de sens parce qu'elle sera jamais respectée physiquement, ça c'est pas possible de mettre une telle loi. Donc Oui. dans les amendements, il y a cette notion-là aussi de dire ok, on va essayer de voir pour définir peut-être des périodes d'évaluation du portefeuille, et dans ce cas-là si on l'a pris à tel moment, pourquoi s'il y a des moins-values on va pas le compter, parce que actuellement au-delà du staking il n'y a pas cette notion de report des moins-values sur les intérêts crypto. Enfin, sur Tipeee, si j'ai revendu mes cryptos, ouais, en 2022, j'ai subi tous les hacks, tous les machins, j'ai perdu. Tant pis. Par contre, 2023, si tu as tout remis, tu t'es renseigné pour et tu as tes 1 million, là, oui, bonjour, on arrive. Donc, c'est aussi ces notions-là qui seront traitées et qui doivent être vraiment traitées et clarifiées parce que, en fait, ça bloque vraiment
toute la clarification sur ces sujets. Et c'est ça qui sera vraiment hyper intéressant. Et heureusement, et ça c'est un vrai point, heureusement qu'on a quand même la Dan, d'autres acteurs, enfin que ce soit Asher, Owen, qui se mouillent là-dessus. Alors certes, c'est leur métier, mais quand même, il y a un dialogue entre le législateur et des professionnels du secteur. Et ça, c'est quand même à souligner, qu'on aime ou pas la Dan, que les gens aient toutes leurs pensées. C'est Même c'est la vraiment un Dan, on plus aime qu'on la a Dan, on en aime quelque la sorte Dan. en On va le France. dire ici publiquement, on adore la Oui, Dan. Non, non, blague à part, ils font un oui, travail, non, oui, travail non, extraordinaire. non, mais je parle même pas spécialement de la Dan, je parle plus cette notion, surtout en ce moment avec dès qu'on parle de personnes influentes autour de l'écosystème crypto, il y a des grosses discussions, mais Les têtes c'est qui dépassent à faire les foudres. voilà, c'est ça. Non, mais franchement, c'est un vrai bon point et heureusement qu'il y a ça parce que sinon, en fait, le particulier, déjà que c'est un peu le dindon de la farce à chaque fois, si en plus on parle pas maintenant, voilà quoi. Donc c'est quand même à souligner Yes. et faut suivre ça avec vraiment insistance et attention. Gaëtan, ça t'évoque quoi tout ça, toi? Ouais, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Jérémy. En fait, la DAN a elle-même proposé de séparer l'imposition du liquid staking du staking. Ça veut dire que les opérateurs qui ont vraiment ce travail manuel de faire tourner des nœuds, de s'occuper du staking, seront imposés dans les bénéfices non commerciaux. C'est là que c'est compliqué parce que c'est effectivement une imposition toutes les 12 secondes dans le cas d'Ethereum, par exemple. Tandis que la DAN demande à ce que ceux qui fassent du liquid staking, donc qui font rien, hein, c'est juste un asset qui prend de la valeur au cours du temps, eux restent dans les plus-values de session et ça aurait sans doute du sens, entre guillemets. Je trouve même que pour le staking de manière générale, on pourrait rester sur ce système des plus-values de session. Et j'avais un Ether qui valait tant, j'en ai 1,5 2 ans après. Au moment où je vends mon 1,5 Ether, je suis imposé sur ces 1,5 au lieu d'être imposé sur les 1. Je trouve que ça pourrait suffire à soi-même. Par contre, le fait c'est très simple, effectivement. Donc, parce que là, faire une déclaration qui dit combien j'ai gagné toutes les 12 secondes, je pense qu'ils vont se tirer les cheveux au ministère des Finances. Mais bon, bref, ça a l'avantage, par contre, de caractériser le staking comme étant une vraie activité professionnelle. Hein, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et du coup, tu vois, avec le fait de définir si oui ou non c'est une securities, ça a aussi du sens parce que quelque chose ne peut pas être une sécurité si ça implique de devoir faire du travail manuel pour un vrai travail. Donc là, fiscalement, on est en train de dire effectivement c'est du bénéfice non commercial, ça implique un travail. Vous êtes imposé sur cette rémunération que vous recevez pour ce travail-là. Et je sais que c'est la réglementation américaine et securities, on n'est pas en France, mais c'est une autre, c'est de l'eau au moulin pour dire voilà, c'est pas des securities, quoi. Il y a vraiment un véritable travail derrière qui est récompensé. Donc Je peux rappeler, juste, je ne sais pas si tout le monde a en tête la différence securities, commodities, si tu juste en un mot, si tu veux préciser. Ouais, bon, securities, c'est un titre financier, c'est un bien mobilier, alors qu'une commodité, c'est l'or, c'est le cuivre, c'est le blé, c'est matière première, quoi. C'est ça la grosse différence, si je devais. Et ça demande un travail d'exploitation pour en retirer. L'or, le blé, ça demande un travail pour le créer. Les titres financiers, non. C'est ça l'idée en 2 secondes, hein, si je suis très, très, très. Si je résume ça simplement. Donc, je trouve ça marrant qu'on ait ces 2 discussions en même temps et que même la DAN propose cette ségrégation liquid staking et staking. Je suis pas sûr que les régulateurs comprennent cette différence, mais en tout cas, c'est sympa que la DAN le propose. Par contre, je sais pas où ça en est. En tout cas, il faut faire du lobbying. C'est ça, pour leur expliquer. Je sais pas où en est le texte, par contre, parce qu'à l'époque où c'est sorti, la mi-novembre, en fait, c'était déjà passé à l'Assemblée, c'était déjà passé au Sénat, et donc on pouvait plus annuler à part si le gouvernement lui-même intervenait. Donc, j'ai pas trop suivi. Je sais pas si vous savez où ça en est. J'ai regardé hier sur le site. Dis, je t'en prie, vas-y. Ah, non, j'ai regardé sur le site. Ouais, bon, vas-y. Vas-y, Camille, je te laisse la parole. Camille. J'ai regardé sur le site hier, le document, il est passé au Sénat, mais par contre, dans la liste des amendements, il n'y a pas encore marqué que l'amendement est validé et accepté. Donc, j'ai pas trop compris la mise à jour du site de l'Assemblée nationale. Ok, parce que dans l'article de The Big Whale, je sais plus qui a fait l'article, j'ai oublié, il est vraiment dit que le Sénat ne peut plus, dans le message de Asher, que le Sénat ne peut déjà plus revenir en arrière et que seul le gouvernement peut désormais agir. Donc voilà, vu que c'était déjà il y a 15 jours, je sais pas où ça en est depuis. Je sais pas sûr. En fait, ils ont demandé à clarifier justement un des points qui avait été avancé. Et donc, normalement, c'était censé revenir en discussion au sein de l'Assemblée, si j'avais bien suivi, parce qu'il y en avait une qui avait... En fait, c'était soit il y a un amendement, soit quelqu'un propose un amendement, et dans ce cas-là, on rediscute, soit tout le monde se tait, et dans ce cas-là, c'est adopté. Donc là, comme il y a eu des propositions, normalement, ils sont censés en reparler. Après, encore une fois, c'est
C'était ma compréhension. Ok. Voilà. Daniel, Moi, la vérité, tant qu'ils s'attaquent allez. pas aux airdrops, J'avoue, franchement, c'est un Ça peu va genre, venir, va. c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, le steak. c'est ça. Manquerait plus que la générosité soit criminalisée, hein, mais bon. Criminalisé, non, mais fiscalisé, peut-être. Bah, fiscalisé, allez, je pense Le- que t'es en plus-value de cession sur les airdrops. Par contre, s'ils te prennent le moment de la valeur où tu le reçois et le moment où plus tard, tu peux peut-être être imposé sur 10 000 $ qui valent plus que 100 $ 3 semaines après. Quoi. Donc, C'est ça. Et si tu Ou veux rapporter l'inverse. des moins-values, t'es quand même sacrément dans la merde. Daniel, pour le mot de la fin, tu voulais conclure ce sujet? Moi, je peux conclure très rapidement. On n'applique pas le code de la route à un voilier de 3 mois. En fait, c'est ça. En fait, on se rend compte quand on est un peu sachant, et en plus quand on a la double casquette comme Camille, en fait, on a un travail pédagogique. Enfin, à l'IRA a encore des kilomètres de champs à cultiver. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que on est en train de se dire, est-ce qu'il faut appliquer le code de la route à un voilier 3 mâts? Même le fait, par exemple, de dire que Ether n'est pas une commodité, enfin n'est pas une matière première numérique, mais je suis pas d'accord. En fait, l'Ether, c'est quelque chose qui est utilisé pour accéder à un réseau. Pour accéder à une Tesla, tu n'utilises pas des actions Tesla. Donc déjà, rien que le fait de ne pas mettre l'Ether comme une sorte de matière première, bah, je suis même pas d'accord avec ça. Donc, il y a un aspect qu'on a des objets qui sont complètement dans un autre contexte d'interprétation et qu'on essaie de caser en se disant, bah voilà, avec de l'Ether, tu peux avoir plus d'Ether, donc c'est une action immobilière. Bah, en fait, pas du tout. Avec du pétrole, tu peux avoir plus de pétrole en utilisant des puits de pétrole, ça ne veut pas pour autant dire que le pétrole, c'est de l'immobilier. Donc, ça veut dire qu'on est dans, pour moi, des catégorisations qui sont pas bonnes et qui, à mon sens, donnent des trucs qui sont pas très cohérents, comme appliquer le code de la route à un 3 mâts. Et pour revenir, et donc merci beaucoup à la DAN pour dire que les choses sont pas simples, qu'on ne peut pas considérer que les lois qui sont sur des dividendes d'actions qui tombent tous les ans s'appliquent sur un réseau qui n'est pas en bas, qui est dans une logique continue et pas dans une logique le contraire de continu. Enfin voilà, non pas Discret. discontinu, mais qui est Discret. discret. Voilà, merci, qui est dans une logique discrète. Enfin, ce ne sont pas les mêmes objets. Donc, leur appliquer la même loi va forcément tomber sur des incohérences et des choses qui sont dingues. Et pour ça, il faut qu'il y ait l'éducation et qu'on ose écrire des textes, qu'on ose dire tel type de crypto est un nouvel objet et on crée une législation complètement à part pour ça. Parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on s'en sort pas et on est dans la même logique, c'est voilà, appliquer le code de la route à un bateau, bah on va inventer le code maritime et puis voilà. Donc merci beaucoup à la DAN, merci à tous celles et ceux qui vulgarisent, merci aussi à nos apprenants de porter, si j'ose dire, la bonne parole. Et qui fait que voilà, moi mon imaginaire par rapport au sujet précédent, il y avait une maison, elle sentait le gaz, on a sauvé le chien, donc c'est pas du kidnapping, mesdames et messieurs, on a sauvé des cryptos qui étaient en danger. Bon, il s'avère que les intentions du voleur de chien ne sont peut-être pas forcément très louables, mais voilà, on peut interpréter les choses un peu différemment, donc c'est la petite tour du... Moi j'ai beaucoup de tendresse pour ceux qui sauvent les chiens en danger, voilà, donc c'est ma petite blagounette du soir. Ouais, quand les chiens, c'est 8,6 millions d'euros. Ah ouais, c'est un très beau chien. C'est un magnifique chien, un chien incroyable. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous et à toutes, chroniqueurs habituels et invités d'avoir participé à ce live. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger sur ces sujets avec vous. Merci beaucoup au chat aussi de votre soutien et j'en reconnais ceux qui reviennent régulièrement, hein, les Silver Defian, les Basile, les Wondawa, et je ne sais pas si je prononce bien vos blazes, mais en tout cas, on vous a repéré et ça fait plaisir de vous retrouver tous les jeudis sur la pause midi, fidèle au poste. Nous, c'est toujours à l'IRA, une école spécialisée sur l'innovation, la blockchain et l'intelligence artificielle. Nos prochains programmes commencent toujours le 22 janvier pour la blockchain et le 29 pour l'IA. Si vous voulez les rejoindre, vous pouvez prendre rendez-vous avec un de nos conseillers sur alira.fr/rendez-vous. Et bien, je vous dis Alors non, je vous dis pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, pour cause de projets finaux, on sera mobilisé sur les soutenances de projets finaux de nos apprenants, et donc on sautera la semaine prochaine. Et on fera une chronique, la dernière chronique de l'année, presque la veille de Noël, puisque de mémoire, c'est le 23 décembre. Et donc, ce sera dans 15 jours. Hâte de vous retrouver. Courage aux apprenants qui passent leur soutenance la semaine prochaine et qui nous regardent de tout cœur avec vous. Et merci à tous d'avoir suivi ce live. Bon appétit à ceux qui n'ont pas déjà mangé. Et à bientôt.
Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir. Salut à tous. Bye.